Bonjour chers amis créatifs, je voudrais vous faire une rapide vidéo suite à la dernière causerie créative sur les personnages de l'ombre dans les contes. Pourquoi les méchants nous fascinent-ils autant? Et je voulais surtout approfondir deux questions qui sont sorties aussi dans la causerie, en tout cas deux éléments de cette causerie. Le premier élément, c'est pourquoi le fait d'extérioriser notre colère peut être un couteau à double tranchant, même quand c'est fait, par exemple, dans la nature, loin de la personne qui nous a mis en colère. Et le deuxième élément, c'est pas tellement une question, c'est plutôt quelque chose qui est sorti pendant cette causerie créative. C'est la gagnante de nos méchants, du sondage sur les méchants. Je vous ai posé à un moment donné la question: quel est le premier personnage méchant de conte qui vous vient à l'esprit? Et la majorité d'entre vous ont évoqué la reine méchante, la méchante reine de Blanche-Neige. Donc c'était notre gagnante du concours des méchants. Et je voulais vous donner quelques billes sur ce personnage, sans rentrer dans l'interprétation du conte, mais vous aider à percer un petit peu, aller plus loin dans son mystère, plus loin bien sûr que la compréhension basique, celle dont les enfants ont accès. Alors, dans la causerie créative, je vous ai dit que le fait d'extérioriser sa colère à l'extérieur ne résout pas le problème et ne l'élimine pas de l'intérieur de nous. Parfois, on est dans cette illusion. Au lieu de garder ma colère à l'intérieur, je vais juste l'extérioriser, je vais crier un bon coup, comme ça elle va sortir de moi et elle ne va plus me nuire. Alors, les choses sont beaucoup plus subtiles et plus complexes et ce n'est pas tout à fait ça. En fait, ce n'est pas parce qu'on l'a extériorisé voilà, on lui a donné un libre cours, on a crié un bon coup, qu'elle ne nous habite plus. Et c'est même beaucoup plus subtil que ça, parce que déjà l'extérieur et l'intérieur, comme je vous ai dit dans la conférence, font un. Mais il peut y avoir aussi certaines conséquences de cette extériorisation dont on ne se doute pas. Alors, bien sûr, il peut y avoir des conséquences physiques, mais ce n'est pas toujours le cas. Je vous ai donné l'exemple avec quelqu'un qui s'était abîmé la voix à force de crier juste pour extérioriser sa colère. Vous allez me dire, oui, bon, bah, c'est rare, il peut y avoir une personne qui va un peu trop loin. Je vous ai donné aussi l'exemple de quelqu'un qui s'est blessé physiquement, qui a fini aux urgences suite à l'extériorisation de sa colère dans la nature. En fait, il s'était blessé. Mais vous allez me dire, bon, ça c'est aussi un peu rare. J'ai aussi un autre exemple qui est encore plus extrême et qui est encore plus rare, mais sachez qu'il existe et ces exemples, pour moi, ils sont parlants de quelque chose. Alors, dans ce troisième exemple que j'ai dans mon entourage, c'est une personne de la famille d'une amie qui est décédée suite à l'extériorisation de sa colère. C'était son beau-frère qui l'avait mis tellement en colère et que il avait besoin vraiment d'extérioriser sa colère et il est mort de rupture d'anévrisme de l'aorte à ce moment-là. Bon, vous allez me dire, c'est relativement rare. Bon, cette personne-là, elle avait l'habitude d'extérioriser sa colère et de la résoudre de cette façon-là. Donc, ce n'était pas la première fois qu'elle le faisait. Ce n'était pas du tout quelqu'un qui gardait sa colère enfouie. Au contraire, c'était quelqu'un qui pratiquait cette extériorisation de la colère quand il en avait besoin. Et donc, il est décédé à ce moment-là. Voilà. Vous allez me dire, c'est relativement rare, mais moi, je pense qu'il n'y a pas que ces exemples nous parlent aussi de quelque chose et qu'il n'y a pas du hasard. Et pourquoi j'ai changé d'avis sur cette méthode de traiter notre colère? Au début, je sais que cette méthode est très enseignée et au début, moi aussi, je pensais que c'était une bonne chose. Ou en tout cas que c'était une façon, une approche possible de traiter la colère.
Et peut-être que ça n'est une, hein, je ne dis pas le contraire. Il est hors de question d'interdire quoi que ce soit. Il faut toujours suivre sa voix intérieure et ce que vous pensez être juste. Mais je voudrais quand même vous partager ce point de vue qui est tout aussi intéressant. Donc, c'était suite à une conversation avec une personne d'obédience bouddhiste qui m'avait réfléchir sur cette façon de traiter notre colère. La personne avait vraiment un point de vue très intéressant. Donc, elle m'a dit que, vous voyez, nous ne sommes pas que le corps. Nous avons toute une structure subtile en nous et autour de nous, toute une structure éthérique qui est très subtile, très fine, très sensible à toutes les vibrations, à tout ce que nous émettons aussi comme émotions, pensées, tout ce qui nous traverse et tout ce que nous exprimons. Et cette personne m'avait dit, même quand on a un projet et qu'on va commencer à travailler sur ce projet, très souvent il ne va pas se manifester tout de suite. Mais il ne va pas se manifester tout de suite dans la matière, je veux dire. Mais il va commencer tout de suite à se manifester dans le subtil, dans l'invisible. Nous, on croit qu'il n'y a rien, que ça ne donne pas de résultat. Mais en fait, ce projet-là, ou ce qu'on veut construire, prend déjà des racines qui sont très concrètes et qui demandent aussi un certain temps pour se construire dans l'éthérique, dans le subtil, dans l'énergétique, dans l'invisible. Et si vous voulez, cette structure-là aussi, même de notre projet, est très très fine. C'est un petit peu comme une toile d'araignée qui est aussi au début très fragile à tout ce qu'on émet, tout ce qu'on vibre, tout ce qu'on exprime, toutes les énergies qui nous traversent. Et elle est aussi très malléable et aussi très facilement destructible. Alors, cette personne m'a expliqué que le fait d'extérioriser sa colère à la sauvage, on va dire, voilà, un peu comme ça, on va aller dans la nature et, je sais pas, on va frapper contre quelque chose, on va crier un bon coup. Et ben ça c'est chargé d'une certaine énergie qui n'est pas canalisée, qui est sauvagement exprimée, qui va déjà charger le lieu. D'un côté, il faut penser aussi que tout ce qui est autour de nous est vivant. Et ça va être sensible aussi à cette énergie qui n'est peut-être pas l'énergie la plus harmonieuse et celle dont notre environnement a besoin. Mais donc nous allons charger quelque part notre environnement de cette énergie. Et en plus, le risque, c'est que on crée aussi des brèches énergétiques. Pas toujours, on ne va pas toujours se blesser ou comme dans les exemples très concrets que je vous ai donnés. Parfois, ces plaies, on va juste se créer des plaies dans l'invisible, dans l'éthérique. Et on ne va pas en être conscient. Donc, encore une fois, on peut le faire, ce n'est pas interdit. Mais il faut juste être conscient qu'après, il va y avoir aussi du soin à apporter. Il faut être conscient aussi qu'on a peut-être créé des brèches énergétiques dans nos corps éthériques, dans notre environnement, qu'il faut trouver un moyen aussi à transmuter, à soigner, en tout cas à réparer. Et tout ce qui est visible, c'est facile à réparer puisqu'on le voit, on voit le résultat, mais tout ce qui est invisible, parfois on n'en a même pas conscience. Cet exemple de cette conversation avec cette personne bouddhiste m'a vraiment aidé aussi à prendre conscience de moments de ma vie où j'ai vu cette colère s'exprimer comme ça à l'extérieur. J'ai un exemple très concret. Quand j'étais toute petite gamine, j'ai vu une fois mon papa extérioriser comme ça sa colère tout seul dans la nature, c'était dans les champs. Donc mes parents, après le changement du régime communiste, ils ont eu le retour des terres de nos grands-parents et ils ont commencé à travailler ces champs et à cultiver des fruits et des légumes. Et
je me rappelle, c'était énormément de travail pour eux, de 5 heures du matin jusqu'à 11 heures du soir, minuit parfois. C'était beaucoup de travail. Et je me rappelle, ça n'allait pas assez vite. Parfois, c'était vraiment très difficile, même financièrement. Parfois, les récoltes n'étaient pas assez bonnes, ou il avait des conditions, des intempéries, voilà, peu importe, en fait. Et une fois, mon père, il était tellement désespéré de cette situation, de cette galère, quelque part, de tous les efforts qu'il fournissait, de tous les projets, de tous les beaux rêves qu'il avait aussi, et qui ne se manifestaient pas. Au contraire, c'était très difficile. Et une fois, il avait besoin d'extérioriser ce volcan d'énergie, de révolte intérieure, tout seul, dans le champ. Et moi, je l'ai vu à distance, vraiment de loin. Et en observant toute la violence de sa colère, enfin, il donnait des coups de pied dans les choux, et bon, il a abîmé quelques choux, hein, on va dire, c'est pas grave. Mais j'ai vu quelque chose de beaucoup plus subtil. J'ai vu vraiment quelque chose dans son énergie, comme s'il créait des brèches, en fait, dans son aura, dans sa structure énergétique, et même comme s'il abîmait des choses qu'il avait déjà construites de son rêve, mais dans le subtil, dont il n'était pas conscient, mais qui était dans l'invisible, dans le subtil, avant même que ça puisse se manifester. Et la conversation avec cette personne bouddhiste m'a permis d'en prendre conscience, que ce que j'avais vu à ce moment-là n'était pas faux, n'était pas juste un fruit de mon imagination, que ça avait vraiment une réalité énergétique. Et à partir de ce moment-là, j'ai changé un petit peu aussi mon point de vue sur cette façon d'extérioriser sa colère. Alors, je vais relativiser un peu, parce que vous connaissez peut-être les thérapies primales. La thérapie primale je crois que c'est Arthur Janov, et qui consiste à pousser aussi ce cri primal, accompagner la personne à pousser le cri primal pour donner une issue de sa colère. Alors, j'ouvre une grande parenthèse. Moi, je ne suis pas du tout une spécialiste en thérapie primale, mais je suppose, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très travaillé, qui derrière, il y a une théorie, il y a une façon de faire. Il y a certainement une préparation, un petit peu comme un rituel, quelque chose qui est assez canalisé pour que ce cri, cette énergie, soit exprimée d'une façon extrêmement canalisée et qui ne va pas partir comme ça à la sauvage, faire des dégâts dans l'environnement ou en soi, dans sa structure subtile, psychique, énergétique, je dirais. Donc voilà, c'est quelque chose qui pour moi peut être tout à fait différent parce qu'il y a un cadre très différent, il y a une façon de faire et il y a des gens qui sont formés à accompagner, à utiliser cette méthode-là. Mais la plupart du temps, les gens font ça à la sauvage, sans aucune formation, sans aucun accompagnement, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, ok, mais vous allez me dire alors quoi faire, comment donner issue à cette grande énergie pour qu'elle ne nous dévore pas de l'intérieur. Eh bien, il y a plein d'alternatives. Alors moi, c'est la première question que j'ai posée à cette personne bouddhiste. Comment elle fait? Donc la première chose, c'est d'en prendre conscience, de nommer le ressenti, puisque là, on l'identifie. On n'est pas dans le déni, de le reconnaître en tant que tel. Et ensuite, ils ont la pratique de l'observation de cette énergie. Vraiment comme une bête sauvage qu'on regarde dans les yeux, droit dans les yeux. Et on observe qu'est-ce que ça fait, où est-ce que ça se localise dans mon corps, comment elle évolue, comment elle s'exprime, qu'est-ce qu'elle me donne envie de faire. Ça ne veut pas dire que je vais le faire, voilà, ça ne veut pas dire que je vais lui donner libre cours pour faire n'importe quoi, mais je vais l'observer et je vais quelque part la contrôler, lui donner une direction
en cherchant aussi à la transformer comme une pâte bouillante peut-être que j'ai au fond de moi, mais sur laquelle j'ai la prise. Je peux la transformer, je peux l'observer d'abord. Je peux voir qu'est-ce qu'elle a envie de faire et je peux aussi lui donner une direction consciemment choisie. Voilà, ça c'est une façon. Et ensuite, il m'a dit qu'ils cherchent à transformer. Ben, ils ont des méthodes de respiration, des visualisations. Il y a des exercices à faire pour transformer cette énergie. Donc ça, c'est une façon de faire. Il y a une autre façon de faire qui me semble aussi très intéressante, c'est dans notre journal créatif. Donc là, on va lui donner une couleur, on va lui donner peut-être une forme, et puis on va la transformer. On peut même déchirer la page et en faire quelque chose d'autre avec ça. Et dans ce processus-là, on va accompagner notre colère à travers le geste créatif, qui peut être aussi énergétique, hein, mais il va être assez canalisé. Ça va pas être à partir comme ça de cette énergie dans tous les sens comme des éclairs dans notre corps énergétique. Une troisième façon qui me semble tout aussi intéressante, c'est le cri intérieur. Le cri intérieur dont ont parlé Freud et Lacan. Freud et Lacan, ils ont parlé de ce cri intérieur et Freud même dit que c'est... alors, attendez, je me le suis noté quelque part pour ne pas dévier ces mots. Ce cri, voilà, devient un appel à l'autre avec un grand A. Et donc, ça veut dire qu'on va observer cette énergie, on va la rassembler et on va la diriger, même avec un cri silencieux ou un cri primal exprimé à l'intérieur, mais on va vraiment la diriger vers cet appel à l'aide de l'autre avec un grand A, de la source, du monde divin, de ce qu'on appelle dans les contes la fonction fait. Voilà. Donc c'est plutôt un cri énergétique qui peut être assez puissant, qui peut se faire le cri intérieur. D'habitude, ça se fait sans émettre aucun son. C'est un petit peu comme un cri méditatif, mais qui est très puissant de l'intérieur et qui est vraiment dirigé vers cet appel à la conscience supérieure. Et là, je peux vous dire, moi je l'ai expérimenté, c'est très très puissant. Je l'ai expérimenté en tant que cri intérieur, sans son, mais j'ai dit tout à l'heure que je suppose que le cri primal, qui est extériorisé, se rapproche de ce cri intérieur parce que je suppose qu'il est très canalisé. La colère en soi, encore une fois, n'est ni positive ni négative. Si elle est bien orientée, si on ne se laisse pas dépiécer nous-mêmes par cette colère, et si au contraire on devient son maître, le maître de cette énergie que nous on choisit consciemment comment diriger, comment qualifier, comment orienter, elle peut même être très très constructive et très puissante. Encore une fois, libre à vous de tenir compte ou pas de ce que je viens de vous partager. Si ça ne résonne pas avec vous, continuez avec ce qui vous parle. Et de toute façon, on avance à travers ses propres expériences. Mais si ça peut vous servir, voilà, je vous livre mon expérience, si elle peut vous être utile. Deuxième point intéressant dans cette conférence, c'était le personnage de la méchante reine dans Blanche-Neige. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce conte, mais je voudrais juste vous mettre un petit peu sur des indices intéressants dès le début du conte, qui peut vous permettre peut-être d'aller un peu plus loin dans la compréhension de ce personnage de méchante reine. Déjà, à plusieurs reprises, le conte nous parle d'un cadre noir. Et ce cadre noir vient déjà dès la naissance de Blanche-Neige. Donc, sa vraie mère, donc celle qui par la suite meurt,
Elle dit « Je voudrais avoir une petite fille qui a la peau blanche comme cette neige, les lèvres rouges comme ce sang, les yeux et les cheveux noirs comme les montants de cette fenêtre. » Moi, j'étais étonnée par cette métaphore. Pourquoi elle s'est inspirée par le cadre de la fenêtre? Pourquoi c'est pas comme l'arbre, un arbre avec l'écorce noire, puisque on parle plus loin, les cheveux noirs comme l'ébène, qui est un arbre, un bois précieux. Mais là, ce n'est pas l'arbre qui l'a inspiré, c'est le cadre de la fenêtre. Chose curieuse. Et cette métaphore, elle revient plus loin avec le cadre du miroir de la méchante reine. Elle dit « Miroir, miroir en bois d'ébène, dis-moi, dis-moi que je suis la plus belle, etc. » Donc, à 2 reprises, on a cet élément du cadre de la fenêtre et du cadre du miroir en bois d'ébène, qui est un bois précieux, hein, il n'y a rien de... il n'y a rien de méchant, mais qui est noir et qui représente aussi quelque chose. Voilà, je vous laisse méditer sur cette métaphore qui peut vous mettre sur... je peux vous donner quelques indices de compréhension plus profonde du conte. Et puis ça revient régulièrement, miroir, miroir en bois d'ébène. Voilà, ça me le rappelle tout le temps. À chaque fois qu'elle s'adresse à son miroir. Alors, quoi d'autre je peux vous donner comme indice? Une façon intéressante d'aborder les contes, c'est d'imaginer que ces personnages ne sont pas juste des personnages séparés, isolés, qui se confrontent à l'extérieur, mais que ce sont des énergies qui peuvent se confronter à l'intérieur de nous, à un moment donné. Et qu'est-ce que représentent ces énergies? Bien sûr, c'est intéressant aussi de les voir comme des personnages qui se confrontent à l'extérieur et voir de chercher comment on peut les voir à l'extérieur, même dans la société, même dans une échelle beaucoup plus grande, voire planétaire, comment ces énergies se jouent. C'est très intéressant de repérer ça, mais regardez aussi de point de vue microcosmique, à l'intérieur de nous, à quoi correspondent ces énergies. Bien sûr, le conte pousse ces énergies à l'extrême, vraiment pour qu'il puisse nous donner une palette très complète de ce qui peut se jouer quand ça arrive jusqu'à la jalousie, parce que bon, c'est une question de jalousie, hein, même les enfants, ils comprennent bien ça, qui est exprimé à travers ce personnage de cette méchante reine. Et l'énergie, c'est une énergie suicidaire. On le comprend bien à la fin du conte, puisque le conte nous dit, c'est la dernière phrase, en parlant de la méchante reine, quand elle reconnut Blanche-Neige, elle fut prise d'une telle rage qu'elle tomba terrassée par sa propre jalousie. Même à petit feu, la jalousie, c'est une énergie suicidaire. Suicidaire même pour nos beaux projets, pour plein de choses, hein, pour des qualités qui sont en nous, voilà. Mais avant de pousser cette énergie à son extrême jusqu'à la jalousie suicidaire, dans ce personnage est beaucoup plus complexe. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle ne veut pas vieillir, elle veut rester toujours jeune, elle veut rester toujours belle. Il y a quelque chose, il y a un désir constructif derrière. Bien sûr, il n'est pas bien ni compris, ni canalisé, ni exprimé. Mais ce personnage vit des tiraillements à l'intérieur de lui-même qui peuvent correspondre à certains tiraillements de notre propre ego. Et comment notre propre ego, une partie de nous-mêmes, va s'auto-saboter parfois. Et surtout, qu'est-ce que nous dit le conte? Le conte nous dit qu'elle se déguise.
cette énergie-là, cette énergie de jalousie suicidaire, se déguise et on ne la reconnaît pas. Et c'est ce qui se passe aussi parfois en nous, on ne la reconnaît pas. C'est vraiment comme dans le conte, hein, et les 3 essais qu'elle de tuer Blanche-Neige, les 3 essais de la méchante reine qui sont dans le conte représentent aussi quelque chose. Ils représentent des façons de se prendre de cette énergie. Alors je vous laisse méditer sur ça. Après, voilà, ce conte est un miroir extraordinaire de choses, d'énergie qui peut se jouer à l'intérieur de nous, pour qu'on puisse les repérer, pour qu'on puisse les démasquer quand ils se déguisent. Et est-ce que on peut se poser aussi la question, c'est une question que qui m'a frôlé l'esprit en lisant ce conte, et en lisant beaucoup de contes d'ailleurs, sur les personnages des méchants. Est-ce que ce personnage méchant peut aussi avoir une certaine utilité, un petit peu comme une partie de lui qui peut être aussi constructive, ou en tout cas éveiller une énergie constructive, ou être l'opportunité de quelque chose qui va au contraire aider le héros. Et je pense que dans ce conte, oui, c'est très très présent. Quand Blanche-Neige est abandonnée dans la forêt, c'est vraiment ce dont l'héroïne a besoin, et ça se passe grâce à la méchante. Et parfois, cette énergie soi-disant méchante ou de défense, c'est aussi un mécanisme de protection du ego, une vieille peau en nous qui ne veut pas lâcher, mais qui peut aussi avoir une certaine utilité, dans une certaine mesure, bien sûr, parce que, voilà, qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie Blanche-Neige dans la forêt, et c'est exactement ce dont elle a besoin pour se régénérer, pour s'accomplir, pour se développer, et pour même faire grandir encore plus, épanouir pleinement sa beauté. Et parfois, nos projets, certains de nos projets, n'arrivent pas à prendre, parce que notre méchante, à l'intérieur, notre énergie quelque part, si vous voulez, méchante, n'arrive même pas à envoyer notre Blanche-Neige dans la forêt. Donc, voilà, c'est aussi une question à se poser, et c'est toute l'ambivalence et la complexité de ce personnage qui peut être utile dans une certaine mesure, destructeur aussi. Et en même temps, le conte nous dit aussi que elle n'a pas réussi à tuer Blanche-Neige, parce qu'il y a une part en nous, une part de vérité, une part d'éternité, de beauté en nous qui ne peut pas être tuée, parce qu'elle est éternelle. Tout ce qu'elle peut faire, c'est de l'endormir pour un moment, jusqu'à ce que quelque chose se passe et que cette énergie va être de nouveau réveillée. Et regardez comment aussi cette énergie est réveillée dans le conte. Déjà, comment elle est endormie. Elle est endormie par un morceau de pomme qui est resté à travers la gorge de Blanche-Neige. Quelque chose qui est resté à travers la gorge. Et comment elle est réveillée? Par une violente secousse. Je voulais juste ce paragraphe. Donc là, il y a le prince qui vient, qui demande le cercueil de cristal de Blanche-Neige qu'il veut emporter dans son palais. Les nains émus lui donnèrent le cercueil de cristal. Le prince le fit porter à dos d'homme jusqu'à son palais. Chemin faisant, un des porteurs trébucha, et la secousse fut telle que le morceau de pomme resté dans la gorge de la jeune fille en sortit. Je vous laisse méditer sur tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce que je vous ai partagé vous a parlé, vous a donné quelques billes, quelques indices, de la matière de réflexion. Et au plaisir de continuer à échanger avec vous dans la prochaine causerie créative qui aura lieu le 22 août sur la fonction fait dans les contes. La conférence causerie créative en direct est gratuite, ainsi que le replay pendant 24 heures. Au-delà de ce délai, vous pouvez trouver cette causerie créative comme
toutes les autres causeries créatives sur les grands thèmes des contes dans le coffret formation Contes et créativité accompagné avec les contes, qui est aussi le coffre à trésor du Festival de la créativité Contes et merveilles, qui aura lieu du 10 au 20 octobre 2025. Les inscriptions sont déjà ouvertes et ce festival est gratuit sans aucune condition d'achat du coffret formation. Vous pouvez venir, vous êtes les bienvenus gratuitement pendant les 10 journées du festival et vous inspirer, vous nourrir de tout ce que les 30 intervenants créatifs ont à vous partager sur ce très vaste thème, les contes et le merveilleux. N'hésitez pas à découvrir le programme qui est très très riche et au plaisir de partager cette aventure avec vous. N'oubliez pas de mettre un pouce sous la vidéo si elle vous a paru utile et intéressante et de souscrire à la chaîne si vous voulez que YouTube vous propose nos vidéos sur votre page d'accueil dès que vous vous connectez à YouTube. À bientôt!